Super, merci. Ok, donc je vais vous présenter là donc une vingtaine de minutes. Je mets mon petit chrono aussi pour me surveiller. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le travail de thèse de Thomas Benoudiba Campanini. On l'a co-encadré, Pierre Mainviel et moi, et puis on a bénéficié aussi de l'expertise de Pierre Massadou pour les acquisitions. Donc moi je suis à l'IMS, Pierre et Pierre sont au CEA CESTA. La présentation va s'articuler comme indiqué ici. Je donnerai quelques éléments sur le contexte et puis le système de mesure. Je donnerai ensuite le modèle d'observation, mais on en a déjà parlé finalement, hein, sous les approximations qu'il faut sur un problème, un modèle à Fourier tronqué finalement. Je donnerai un élément sur l'état de l'art. Je ne donnerai pas tout l'état de l'art, je reviendrai un peu vers la fin sur l'état de l'art. Ça facilite la présentation comme ça. Et puis donc je présenterai cette méthode Sprite où on va, pour un contexte particulier, avec des facettes, avec des contextes particuliers, introduire une information particulière et on en déduira une méthode haute résolution adaptée. Ce sera basé sur la minimisation de critères et des algorithmes ADMM dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je présenterai un certain nombre de résultats sur des données réelles et des données synthétiques plus ou moins synthétique. Et puis je porterai une conclusion. Et puis je répondrai volontiers à vos questions. Donc sur cette première partie. Donc l'idée, vous la connaissez probablement bien mieux que moi, hein, c'est de caractériser des objets, des sections efficaces, des choses comme ça. On veut pour ça identifier des caractéristiques de matériaux et donc faire une imagerie haute résolution pour diverses applications. Pour le CEA, voilà, c'est beaucoup caractériser, comprendre et connaître la réflectivité, le positionnement de points singuliers sur les objets et des choses comme ça. Ils ont développé ces derniers temps une architecture particulière pour faire des acquisitions qui est symbolisée ici, qui est une arche 3D. Donc il y a une possibilité d'orienter, c'est ce qui est figuré ici, d'orienter dans un plan vertical l'antenne. Et puis, il y a une possibilité de faire tourner sur elle-même une cible. Et puis, à partir de ça, on fait un certain nombre d'acquisitions de coefficients de réflexion à différentes positions qui sont repérées en θ-phi et à différentes fréquences. Et puis, on collectionne tout ça dans un vecteur, et puis sous les hypothèses qu'il faut, on réussit, au moins en première approximation, à produire un système linéaire, un modèle d'observation linéaire entre la carte qu'on cherche et puis les données à une erreur près. Et cette matrice H, elle est écrite ici, elle est essentiellement constituée d'une transformée de Fourier 3D. C'est une transformée de Fourier 3D. Ce qui est avant ici, ce qui est après ici, ce sont des matrices diagonales de déphasage, de rephasage. Ça sert entre autres à repositionner les choses correctement. Il y a une matrice ici qui est une matrice binaire, qui est une matrice qui va sélectionner une partie des coefficients de Fourier qui est observée et puis qui va quelque part écarter les coefficients de Fourier qui sont pas observés. Et puis il y a deux coefficients ici complexes aussi liés à la phase ou au nombre d'acquisitions pour mettre des choses à l'échelle. Voilà, donc cet aspect-là n'est pas remis en cause dans le travail. Hein. Et puis, ce à quoi on est confronté, c'est donc un problème inverse qui est déficient. Hein. Il y a beaucoup plus d'inconnus que de données. Il y a un bruit, il y a une erreur. L'erreur de mesure, elle est plutôt réduite. Hein, l'électronique, tout ça, elle n'est pas négligeable, elle n'est pas nulle, hein, mais voilà, c'est pas l'essentiel de la difficulté. En revanche, il peut y avoir une erreur qui vient d'une modélisation rapprochée, bien sûr. Et puis il y a une difficulté qui est liée au fait que voilà, il va y avoir beaucoup d'inconnus parce qu'on est quand même dans un vrai problème 3D.
Et puis, comme je le disais, il y a beaucoup plus d'inconnus que de données par rapport au discours qu'on entendait tout à l'heure. Et quelque part, il y a une petite partie des valeurs propres qui sont à 1, mais qui sont en petit nombre, et puis tout le reste des valeurs propres, ou des valeurs singulières, plutôt, qui sont à 0. Pour faire un écho par rapport à ce qui se disait tout à l'heure. OK. Et donc, voilà, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sélectionner parmi toutes les cartes qui respectent les données ou qui respectent à peu près les données, voilà, sélectionner une carte en particulier sur la base d'informations qu'on veut prendre en compte. Donc, une partie de l'état de l'art à quelque chose près, c'est voilà, un algorithme, un PFA, un Polar Format Algorithm, qu'on peut voir comme une solution en norme minimale respectant les données. Donc, on va chercher parmi les solutions A qui respectent les données, celle qui a la norme la plus petite, et puis on montre, on n'a rien inventé là, on montre qu'on peut l'obtenir ici, et que ça revient à des phases ou des phases près à produire la transformée de Fourier inverse des données complétées par des zéros. Des choses dont on a parlé tout à l'heure. Et ce que vous avez ici, je ne rentre pas dans le détail pour l'instant, je donnerai tous les détails à la fin, mais vous avez compris l'idée. On obtient une carte, évidemment, on obtient une carte, mais qui a une faible résolution. Et en particulier là où sur ce cône, on a positionné, les collègues ont positionné des réflecteurs, ben voilà, on a une mauvaise résolution, on a des lobes importants, on a des lobes secondaires élevés, si bien qu'on a une mauvaise résolution. Et c'est sur cette constatation-là, finalement, que la thèse a été engagée. OK. Et donc, pour un contexte particulier, on a travaillé sur ces méthodes-là, et on s'est placé dans un contexte dans lequel on a des informations qui sont réunies, qui sont disponibles, des informations qui sont indiquées sur ce transparent-là. On a en particulier l'idée de facettes spéculaires. On a en particulier l'idée de zones plutôt homogènes dans ces cartes, et c'est ça qui nous a amené à introduire des termes de pénalité qui sont figurés ici et que je vais détailler un petit peu. On le comprend aussi au travers de ce schéma-là. Hein. L'axe Z, c'est l'axe du principal nominal du radar. Et donc, dans le contexte qui nous intéresse, ce qui se passe, c'est que les facettes réfléchissantes sont positionnées orthogonalement à l'illumination, évidemment, mais plutôt en faible nombre. C'est-à-dire que si on imagine qu'on prend l'objet 3D et qu'on le projette, à ce moment-là, la projection a une propriété de parcimonie. Il y a peu, à des erreurs près, à des bruits près, il y a peu de facettes réfléchissantes. Et donc, ce qui est indiqué ici, c'est que on va prendre l'image 3D, on va en faire une projection orthogonalement à l'axe, et la projection qu'on obtient est presque partout nulle. Il y a simplement un faible nombre d'endroits où c'est non zéro. C'est pour ça qu'on a cette pénalité projection fois la carte inconnue en norme 1. C'est ça qui va favoriser la parcimonie de cette carte-là. Et puis, pour chacune des profondeurs, on a au contraire quelque chose qui va favoriser que les cartes sont relativement homogènes. Ça dit que les voxels voisins dans un plan donné, les pixels voisins donc, ont des valeurs voisines, sauf éventuellement quand il y a des discontinuités, parce qu'à ce moment-là, on sort d'une région. C'est ça qui va être favorisé par ces pénalités-là. Ce que ça dit, cette affaire-là, c'est que à chaque profondeur, je fais des différences en ligne ou des différences en colonne entre pixels. Donc, puisque on fait ça tranche par tranche. Et c'est ça qui va favoriser des régions homogènes séparées par des contours. Une dernière chose, en plus de ces pénalités-là, on ajoute, je recommenterai ça un peu plus tard, on ajoute un terme qui va pénaliser l'énergie, comme on l'avait vu
précédemment dans l'approche PFA. Et donc, finalement, on construit le critère qui est indiqué ici. Ici, ce sont les données. En rouge, c'est la carte inconnue. Ce qui est là, c'est naturellement un terme d'adéquation aux données. Ce qui est ici, ce sont des termes de pénalité que je viens de signaler. La parcimonie liée à la projection, l'homogénéité de chaque couche, et puis une pénalité de l'énergie, avec chaque fois un paramètre de régularisation. Comme vous le constatez, on a choisi le même ici. On aurait pu mettre des paramètres différents, ça fait un paramètre de moins à régler. Disons, a priori, on dit que l'homogénéité dans un sens et dans l'autre sont du même ordre de grandeur. Donc ça constitue le critère qu'on va chercher à pénaliser. Il y a une dernière chose qu'on a pu introduire, c'est une contrainte de support. C'est une possibilité de dire à l'extérieur de telle région, la réflectivité est 0. On peut l'activer ou ne pas l'activer, mais c'est une possibilité, disons, qui vient avec pour guère plus cher. Donc, une facilité, je fais la chose à l'envers, qu'on a obtenu et qu'on a cherché et qu'on a obtenu, c'est de se limiter à un critère convexe et même strictement convexe. Donc, ça assure qu'il y a une solution unique, un minimiseur unique. On obtient cette convexité stricte par le terme qui est là. Si on l'enlève ou si on met nu égale 0, à ce moment-là, on a peut-être une convexité au sens large et pas une convexité au sens strict. Donc, il a son importance, même si après, du point de vue pratique, le réglage de ce paramètre-là est pas si influent, mais il est là. Et il faut le régler. Et puis la difficulté, je l'ai déjà signalé, c'est qu'il va y avoir beaucoup de paramètres, beaucoup de variables, hein, chaque voxel est une variable, et puis qu'il y a des non-différenciabilités dans ce critère, et elles sont importantes parce que ce sont ces non-différenciabilités qui font qu'on a une parcimonie, c'est ça qui va faire qu'on va obtenir une haute résolution. OK. Et donc, pour minimiser ce critère, on s'est appuyé sur des méthodes de Lagrangian augmentées, sur des méthodes ADMM. Je donnerai un petit peu de détails, c'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, je donnerai un petit peu de détails, évidemment tous les détails, je pourrais, ils sont dans les articles ou dans la thèse, et puis je pourrais, si vous voulez ou si vous êtes intéressé, discuter après coup tous les détails qui peuvent être utiles, qui peuvent vous sembler utiles. Donc ce qui est intéressant, dit courtement, c'est qu'au départ, ici, on a un critère dans lequel, évidemment, les voxels sont en interaction, tout ça est lié, évidemment, et il y a des pénalités non quadratiques, et même non différenciables. C'est ça qui fait la difficulté, et ce qui va se passer par ces méthodes ADMM, on peut les présenter de différentes manières, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va transformer ce problème-là en deux sous-problèmes, quelque part. Un problème toujours avec des voxels interactifs, mais quadratiques. Il n'y a plus de non-différenciabilité quadratique et on peut le résoudre par FFT. Ça a été signalé que l'intérêt de ça précédemment. Et par ailleurs, une autre étape qui cette fois n'est plus quadratique, ne se résout plus par FFT, mais il n'y en a pas besoin parce que cette autre étape, elle se résout en parallèle pour toutes les variables auxiliaires. D'une seule opération, on fait du MATLAB, c'est une seule ligne de MATLAB pour faire court. Et puis, on a des garanties de convergence, parce que cet algorithme-là, dans ce contexte-là, il est garanti converger, quelle que soit l'initialisation. Et donc, les principes, mais ça a déjà été signalé de cet algorithme-là. Ce que l'on redonne ici, c'est le critère de départ. Et ce qu'on donne ici, c'est un critère un peu transformé qui fait apparaître des variables auxiliaires. Alors, ce qui est écrit là, en réalité, c'est évident que c'est la même chose. Parce que, par exemple, là où j'ai PA, je mets cette variable V, sous contrainte V égale PA. Là où j'ai DXA, je mets cette variable VX, sous contrainte VX égale DXA. Donc, c'est une façon de réécrire les choses. Si ces contraintes égalités sont vérifiées, ce machin-là est complètement égal à celui-là. Logique. Et puis, il y a une dernière chose qui concerne la contrainte. Elle est écrite de manière un peu compacte ici, avec une nouvelle variable auxiliaire. Ce machin-là, disons que ça vaut l'infini si la contrainte n'est pas respectée et 0 si la contrainte est respectée. Donc, vraiment, là, si on y réfléchit, on a vraiment deux écritures équivalentes. Ensuite, c'est là qu'on a un peu véritablement... Donc,
tout l'intérêt de cet algorithme ADMM. Ce qui est ici, c'est ce qui était sur le transparent précédent. Et ce qui est là, c'est ce qu'on appelle le Lagrangien augmenté. Donc, c'est quelque chose qui fait apparaître le critère initial, logique, des contraintes type Lagrangien pour que les contraintes soient respectées, et termes type Lagrangien pour que les contraintes soient vérifiées, et puis des termes type augmenté pour, quelque part, pénaliser explicitement les solutions qui ne respectent pas la contrainte. Donc, il y a un peu deux aspects là-dedans. Et ensuite, il y a un algorithme itératif. Alors bon, comme il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de variables auxiliaires et puis il y a beaucoup de couleurs, il y a un algorithme itératif qui met à jour successivement chacune des variables. Et là aussi, c'est des mises à jour de variables. Et c'est là qu'on voit, et on verra le détail sur le transparent suivant. Cette étape-là, c'est une étape de mise à jour de la carte. Donc là, et puis ces affaires-là, ce sont des étapes de mise à jour de ces variables auxiliaires qu'on a introduites de manière un peu artificielle. Sur le transparent suivant, on va commencer symboliquement par mettre à jour ces variables auxiliaires et puis la carte. Les variables auxiliaires, en réalité, c'est un peu ce que j'annonçais. On le voit assez bien quand on regarde les critères. En réalité, ça se sépare par rapport aux variables auxiliaires. La minimisation, globalement, par rapport à toutes les variables auxiliaires, se sépare variable auxiliaire par variable auxiliaire. Et donc, ça se fait très facilement en parallèle et directement. Il y a des mises à jour explicites. C'est des seuillages doux, c'est des projections sur un espace de contraintes simple ici. Donc, ça se fait de manière très efficace. Et puis, l'étape de mise à jour de l'objet, elle se fait aussi de manière efficace parce que, compte tenu des choix qu'on a fait avant, ça se fait par une FFT. En réalité, c'est un peu plus que ça, c'est une FFT pondérée, bien sûr, et ça fait apparaître la carte PFA, la carte, la dirty map, la carte qu'on obtient en complétant les données par des zéros et en prenant une IFFT. Et donc, finalement, ça se fait très, très simplement. Il y a un peu de complications pour mettre les choses en place, et puis après, ça donne un algorithme très efficace. OK. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont trois résultats sur des données. Le premier va être sur des données synthétiques. Je veux dire par là, ce sont des données qu'il a synthétisées, Thomas, à partir du modèle direct linéaire. Ce qui est ici, ce sont des données synthétiques qui sont synthétisées par un code électromagnétique 3D. Et puis, ce qui est là, ce sont des données qui sont acquises sur l'arche 3D que je vous montrais au départ. Donc, sur l'exemple synthétique, ce qui est là, c'est la carte 3D qu'on a choisi, avec les belles initiales CEA. Ce qui est ici, donc il a simulé des données, il a rajouté un peu de bruit, tous les détails sont donnés dans le papier ou dans le manuscrit de thèse, hein, je ne veux pas les donner tous ici. Ce qui est important, c'est comparativement les différentes méthodes. Ce qui est donné ici, c'est la carte PFA. Donc, comme on s'y attend, comme je le montrais, ben voilà, il y a une résolution qui est liée à l'extension en fréquence, au nombre de points, au nombre de valeurs propres, à la position des valeurs propres, à la position dans le plan de Fourier, dans le volume de Fourier, etc., etc. Donc, il y a une résolution qui est escalée. Et puis, ce qui est ici, vous l'avez compris, c'est ce qu'il obtient avec la méthode qu'il a développée. Évidemment, il y a une super résolution. Alors, on retrouve tout bien. Ce qui est ici, c'est une autre méthode de l'état de l'art dont je n'ai pas parlé, qui préexistait. Donc, c'est une méthode simplement avec une pénalité L1 qui existait déjà, séparable sur tous les voxels. Et donc, on voit évidemment qu'avec cette pénalité, on restaure de la résolution, évidemment, pour la raison que j'ai dite, grâce à la non-dérivabilité. En revanche, on perd cette cohérence des faces et des facettes qu'on a introduite grâce aux pénalités qu'on a choisies. Donc, j'ai presque terminé. Hein. Je vais pas m'attarder davantage sur la suite. Simplement,
Ce qu'on va constater sur les simulations suivantes, c'est le même phénomène. Donc sur ici un drone avec des données qui ont été, comme je l'annonçais, simulées par un code électromagnétique 3D. Vous avez ici les caractéristiques. Et ce qu'on constate, c'est le même phénomène de gain en résolution que ce qu'on observait sur les données synthétiques, disons un peu simplistes, précédentes. Voilà, et en particulier sous le drone, il y a une trappe. Voilà, et puis voilà, c'était important de pouvoir proprement imager cette trappe, alors que voilà, par les méthodes plus classiques, on n'avait pas cette bonne résolution. Et puis on a retrouvé aussi ce gain en résolution sur, là pour le coup, vous l'avez compris, ce sont c'est un cône qui est à disposition, qui a été observé par l'Arche 3D, et donc on restaure aussi, la solution elle est là, on restaure aussi beaucoup plus de résolution que ce qu'on avait évidemment ici, et beaucoup plus de cohérence que ce qu'on avait avec la seule pénalité Heller séparable sur les pixels. Donc un important gain en résolution. OK, donc courtement une synthèse donc de la méthode sur cette idée de modèle d'observation linéaire Fourier tronqué, l'idée d'une spécificité du critère qu'on a construit et d'un algorithme adapté pour le minimiser, une validation sur les données synthétiques et sur des données réelles, et puis un certain nombre de perspectives. L'une des perspectives, c'est l'idée d'essayer de réduire le nombre de données, le nombre d'acquisitions, en dégradant le moins possible la qualité des reconstructions. Parce que vous vous en doutez, moi j'ai plus les chiffres en tête, mais l'acquisition elle-même, voilà, c'est quand même très long de faire l'acquisition. Il n'y a pas du tout d'objectif temps réel derrière, c'est vraiment caractériser sur un plan électromagnétique les objets. Mais enfin, voilà, il faut quand même du temps. Et évidemment, on sait que quand il y a du temps, il y a des dérives, il y a tout un tas de complications. Donc, si on peut réduire le temps d'acquisition parce que on garde une haute résolution avec moins de données, c'est crucial. Et puis l'autre chose, évidemment, vous les avez vus, hein, même si je les ai pas signalés, il y a évidemment deux, trois paramètres de réglage. Voilà, c'est des paramètres qui ne sont pas très difficiles à régler, mais enfin, il faut les régler. Et s'il commence à y avoir beaucoup de données, ou si vraiment on est en aveugle, c'est-à-dire on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on cherche, ça peut présenter des difficultés. Donc, une des perspectives, c'est d'aller vers des méthodes automatiques de réglage des paramètres de régularisation des hyperparamètres. OK. Voilà, j'ai terminé, j'en reste là. Je vous remercie pour votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Merci. Bien, merci pour cette présentation très, très didactique. Je ne sais pas si on a des... Oh, voilà. Loïc Denis, c'était la personne qui avait parlé justement d'utiliser la DMM ce matin, de Télécom Saint-Etienne, qui demande, et je lis sa question, merci beaucoup pour la présentation. Au-delà des hyperparamètres de régularisation, pourrais-tu commenter le réglage des différents paramètres ρ, pénalisation quadratique du Lagrangien augmenté, est-ce critique? Faut-il choisir des valeurs différentes pour chacun? Oui, merci Loïc. C'est une question dont j'ai déjà parlé avec plusieurs d'entre vous et puis avec Loïc aussi. Nous, on n'a pas trouvé que c'était si compliqué. Il se met une valeur de ρ, disons, homogène avec les valeurs propres de H transpose H. C'est-à-dire finalement, ça se relie au ratio entre le nombre de coefficients de Fourier observés, le nombre de coefficients de Fourier pas observés. Et voilà, on n'a pas trouvé d'hypersensibilité à ça.
Je sais que, j'avoue que j'en ai parlé avec plusieurs personnes et que voilà, dans d'autres conditions, les gens ont trouvé que c'était plutôt difficile à régler. Voilà, c'est pas l'impression qu'on a eue, mais il n'empêche que c'est une vraie question. Hein. Normalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, la valeur d'euro n'a pas d'impact sur la solution à convergence. C'est un élément important. C'est une propriété théorique forte. Mais évidemment, à convergence, on sait bien que voilà, hein, on peut avoir du mal à savoir est-ce que c'est convergé, est-ce que c'est pas convergé, quel est le seuil qu'il faut adopter. Donc ça peut présenter dans certains contextes des difficultés, mais voilà, vraiment on n'a pas constaté d'hypersensibilité ni au RAW ni au lambda, et on a plutôt constaté que pour un redonné bien choisi, voilà, on a vraiment une convergence voilà, assez rapide. Globalement, il a des temps de calcul de quelques secondes. J'ai ouvert sa thèse et le papier à côté, pardon, de quelques minutes. Hein. Il reconstruit en 3-5 minutes en MATLAB sur un PC relativement standard. D'accord. Peut-être pour continuer dans cette direction-là, quelles seraient les méthodes envisagées là, pour choisir automatiquement, enfin, juste des directions, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des méthodes dites duel, là où on compare la partie L2, L1 des normes, ou ces trucs-là qui seraient utiles. Ouais. C'est ça? Oui, de base, hein, on est quand même dans un contexte relativement simple de critères pénalisés, convexes, avec des pénalités convexes. Alors, c'est pas L2, c'est L1, c'est pas L2, L1, voilà, mais on est quand même un peu dans un monde relativement bien balisé où, effectivement, on connaît des méthodes type validation croisée, Courbanel, méthode sûre, et puis il y a toutes les méthodes bayésiennes. Toutes les méthodes bayésiennes d'échantillonnage, voilà, mon expérience de ça, c'est que ça donne quand même souvent des résultats satisfaisants pour régler ces compromis-là. Alors, Loïc, remercie pour la réponse. J'en ai une dernière, moi. Il me semblait voir que le groupe avait publié aussi sur de l'imagerie polarimétrique. Non? Avec ces méthodes de régularisation, d'imagerie régularisée, avec diversité de polarisation, non? Le groupe... je ne sais pas, ou toi particulièrement. Je sais pas trop répondre à cette question. Je sais pas trop répondre à cette question. Ouais, non, je veux pas trop m'avancer sur. Ouais, d'accord, ouais. ok. Mais en tout cas, pour ce qui te concerne, est-ce que tu envisages de porter ces méthodes-là dans le domaine des données polarimétriques? Ça peut. Alors là, pour le coup, voilà, ça, pour moi, ça va dépendre beaucoup des projets qui sont portés par le CEA. Hein, ok. On y a pensé, on en a parlé, on se pose la question évidemment sur les termes de pénalité dans ce cas-là, hein, sur une polarisation, sur une autre, et voilà, hein, les matrices voilà. Ça clairement, hein, comme vous l'avez compris, ça sort un peu de mon champ de connaissances à l'instant T. Si jamais voilà, on sent qu'il y a une volonté de la part de partenaires du CEA ou d'autres, hein, voilà, c'est des choses qu'on peut envisager de développer. Ouais. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas plus répondre que ça à la question. Ben, merci beaucoup déjà. Je t'en prie. Merci pour cette, merci pour cette invitation, merci pour cette opportunité. J'entends plein de choses intéressantes. Merci. C'est vraiment didactique. Merci beaucoup.